Voilà. Et juste vous rappeler, avant de donner le mot de continuer avec le mot de bienvenue, qu'on a une petite étiquette ce soir pour discuter. Donc, s'il vous plaît, si vous êtes à l'aise, on vous demande de garder votre caméra allumée parce que c'est vraiment plus le fun de voir à qui on parle. Donc, l'animation en ligne, c'est aussi de se voir les uns les autres. Alors, pour nous, c'est agréable, puis pour tout le monde aussi. Éteindre les micros juste quand vous ne parlez pas pour éviter la cacophonie. Fermer les autres applications, des fois, ça vous aide à d'avoir une meilleure connexion, une bande passante, donc on vous entend mieux. Être patient avec la technologie, là, on est rendu plus habitué, mais c'est toujours un défi de ce genre de réunion-là en ligne. Puis, éviter les grands déplacements. Dans ce temps-là, juste fermer votre caméra. On a eu une fois un atelier où on avait des participants qui étaient en train de conduire. Et donc, on avait de la misère à discuter, à penser. On espérait juste qu'il n'y ait pas d'accident. Alors, donc, vous comprenez, c'est juste un exemple rigolo. Juste à ces moments-là, fermez vos caméras et réouvrez-la plus tard. Donc, voilà, on peut passer à la prochaine diapositive. Donc, je céderai la parole à M. Pierre Lessard-Blais, qui est le maire de l'arrondissement, pour le mot de bienvenue. Oui, bonsoir. Merci infiniment tout le monde d'être là ce soir. C'est extrêmement précis. On croit beaucoup au budget participatif dans Merci Hochelaga Maisonneuve. J'ai lu les quelques centaines d'idées qui ont été lancées par les gens de la communauté dans Hochelaga Maisonneuve. Il y en a des formidables là-dedans. C'est extrêmement inspirant. Donc, merci d'être là ce soir. Merci de continuer à faire le processus de budget participatif malgré les embûches, malgré les longues heures devant vos ordinateurs. Ça va permettre la création de super beaux projets dans le quartier, des projets qui vont être développés et votés par les gens d'Hochelaga Maisonneuve. Merci beaucoup. Je sais aussi que le conseiller d'Hochelaga, Éric-Alain Caldwell, était retenu de quelques minutes, mais qui va se joindre à nous dans les prochaines minutes. Donc, merci à tous et merci de votre participation. Bonne soirée. Merci, M. Lessard-Blais. Donc, je vais me présenter à nouveau pour ceux qui se sont connectés un peu plus tard. Donc, mon nom, c'est Anne Gauthier, chargée de projet au Centre d'écologie urbaine de Montréal. Donc, le Centre d'écologie urbaine, c'est un organisme à but non lucratif qui accompagne la création de pratiques et de politiques pour des villes plus écologiques, démocratiques et en santé. Et donc, dans notre volet démocratie, on accompagne plusieurs villes, arrondissements à concevoir et réaliser leur démarche de budget participatif. Ça fait 10 ans que le Centre d'écologie urbaine s'intéresse à cette question-là, plus de 10 ans. Et donc, en ce moment, on accompagne l'arrondissement, Merci Hochelaga Maisonneuve, mais aussi celui d'Ontic-Cartierville, Plateau-Mont-Royal, La Salle. On est aussi au budget participatif de la Ville de Montréal, ainsi que Longueuil, Drummondville. Donc, voilà, je vais céder la parole je vais animer ce soir et je vais céder la parole à ma collègue Valérie Plouffe. Bonsoir à tous. Donc, ça me fait plaisir d'être avec vous ce soir. Là, je travaille au Centre d'écologie urbaine avec Anne et Maude également. Donc, oui, Maude. Bonsoir, en fait, Maude Brassard, je suis conseillère en planification, participation citoyenne à l'arrondissement et donc je coordonne le budget participatif Hochelaga Maisonneuve et je travaille donc étroitement avec Anne et Valérie et ma collègue Chloé. Donc, je vais être co-animatrice ce soir. Bonjour, enchantée. Comme Maude l'a mentionné, je travaille dans l'arrondissement dans les communications, donc je travaille de concert avec Isabelle, Maude et le CEM aussi pour la démarche. Au plaisir. Merci. Il y a Isabelle aussi, Bro. Oui, bonsoir. Alors, je travaille avec Maude et Chloé pour l'arrondissement Hochelaga Maisonneuve. Alors, je vous souhaite une... Merci, Isabelle. Je tiens à souligner la présence ce soir de professionnels de la ville. Donc, Michael Benoît, en développement social, si je ne me trompe pas. Sport, loisirs et culture. Ah, pardon. Et développement social, oui. Oui, c'est ça. OK. Je l'avais presque. Et Denis Ashby. Oui, bonsoir.
bureau de projet, équipe technique. Merci. Cathy Tremblay? Oui, bonsoir tout le monde. Donc, des études techniques de l'arrondissement. Merci, Cathy. Est-ce que j'oublie quelqu'un de l'arrondissement professionnel? Il y a aussi soutien aux élus, je crois, Geneviève Guérin. Oui. Bonsoir. Et je tiens à souligner la présence aussi de notre comité de pilotage, donc qui nous a, en amont de la démarche, qui nous a aidé à adapter la démarche du budget participatif au territoire. Donc, on a Claude Champagne, Alain Pratt. J'ai vu Pauline Wolf. Est-ce que j'ai bien prononcé, Pauline? Wolf. C'est Wolf. Wolf, mais bon, j'abandonne. On va finir par l'avoir. Et je tiens à souligner la présence aussi comme observateur des étudiants et du professeur Jean-Philippe Chénier du Collège Maisonneuve. Merci beaucoup d'être là à chacun de nos rendez-vous. Donc, si j'oublie quelqu'un, faites-moi signe là, dans la présentation. Donc, commençons. Donc, les objectifs de la rencontre, c'est de vous présenter le bilan de la collecte d'idées et de l'analyse d'admissibilité des idées qui a été faite par les services de l'arrondissement. Puis, on va expliquer la formule des 2 ateliers de développement projet qui sont à venir. Donc, pour le déroulement, la mise en page a un peu changé. Donc, après notre introduction, on va se lancer dans le bilan de la collecte d'idées, puis le bilan de l'analyse des idées, puis vous pourrez poser vos questions en premier 30 minutes environ. Ensuite, la formule des ateliers, comment s'inscrire, qu'est-ce qu'on va faire, puis vous pourrez poser encore une fois des questions, puis on va faire un mot de la fin et évaluer la rencontre. Donc, on commencerait par un petit brise-glace. Je vais vous lancer un petit sondage Zoom juste pour savoir qui est là ce soir. Vu qu'on est beaucoup, pour sauver du temps, on va le faire à l'écrit. C'est un sondage qui se fait via la plateforme Zoom. Donc, c'est peut-être pas tout le monde qui sera capable de répondre aux questions. Peut-être que vous pourrez nous mettre dans le chat ou nous le dire à l'oral dans ce cas-là. Je lance le sondage. Vous devriez le voir apparaître. Et dans le fond, c'est une question juste pour savoir un peu qui est là ce soir. Donc, qui êtes-vous? Êtes-vous résident, résidente du quartier? Vous représentez un organisme? Vous êtes un professionnel à la ville, un élu, observateur? Vous pouvez prendre plus qu'un choix. Vous pouvez donner plus qu'un choix de réponse. Peut-être que vous faites partie d'une autre catégorie. Aussi, avez-vous participé à la collecte d'idées? Et votre niveau de connaissance du budget participatif, est-ce que vous en avez jamais entendu parler? Est-ce que vous en connaissez un peu, mais pas tout? Ou vous êtes des experts là, quand même du budget participatif? Donc, je vais vous laisser quelques secondes pour répondre. On va afficher les résultats, puis on va voir qui est avec nous ce soir. Donc, déjà, je vois des réponses via le chat. Donc, on a une résidente ici qui n'a jamais participé. Donc, c'est parfait. On peut commencer à participer à l'étape de projet, même si même s'il y a eu la collecte d'idées avant, il n'y a pas de problème. C'est notamment pour ça qu'on fait une rencontre d'information. Donc, bienvenue dans le processus. Donc, j'ai affiché les résultats. Je crois que tout le monde a répondu. Partager les résultats. Donc, vous devriez les voir comme moi, mais je vais les nommer, peut-être pour ceux qui ne les voient pas. Donc, on a une majorité de résidents du quartier. On a un représentant d'organisme, un élu, qui est le maire. On a 5 personnes qui sont des employés de la ville. On a un observateur et une personne qui est d'une autre catégorie. Si elle est à l'aise de nous dire c'est quoi cette catégorie-là, je serais curieuse de savoir quel autre type de participants on a ce soir. Donc, 15 personnes ont participé à la collecte d'idées, 9 personnes non. Donc, bienvenue dans le processus. Vous êtes bienvenus même si vous n'avez pas participé à la collecte d'idées. Et au niveau du niveau de connaissance, 15 personnes en connaissent un peu, mais pas tout. Donc, c'est normal. Souvent, il faut vivre. C'est quelque chose qu'il faut vivre. Donc, une fois que vous aurez vécu le processus au complet, là, vous pourrez dire que le budget participatif n'a plus de secret pour vous. Et on a 2 personnes qui n'en ont jamais entendu parler. Donc, ce soir, on pourra répondre à vos questions. Et aussi la rencontre d'information qu'il y avait eu là, sur le processus au complet au début, au lancement de la démarche. Là, je crois qu'il est en ligne sur Réason Montréal. Vous pourrez aller la visionner sinon, si vous avez encore des questions après ce soir.
Voilà, donc je vais fermer le sondage. Parfait, super. Donc, je vais rappeler l'esprit de la démarche dans laquelle on est. Le budget participatif, c'est une démarche qu'on veut la plus inclusive possible et collective. On est dans une démarche de participation citoyenne, donc d'inclusion de la population, pas juste les citoyens, là, même si on utilise encore la notion de citoyen. On n'a pas besoin d'avoir de statut de citoyen pour participer. On veut inclure la population vraiment dans la prise de décision municipale. Et là, on est au niveau d'une partie du budget. Comment on va dépenser une partie du budget de l'arrondissement. Donc, il y a 6 grandes étapes. Et nous, ce soir, on va faire le pont entre l'étape de la collecte d'idées qui a lieu principalement en février et celle du développement des projets qui débute ce soir. Donc, on a collecté un certain nombre d'idées. Il y a eu une analyse qui a été faite par l'arrondissement sur ces idées-là et c'est ça qu'on va vous présenter ce soir. C'est à partir des résultats de cette analyse-là qu'on va pouvoir développer les projets. Je vais vous donner plus de détails là-dessus dans les prochaines diapositives. Donc, on est vraiment dans une logique collaborative. On n'est pas dans un concours d'idées. Donc, on a récolté beaucoup d'idées, mais c'est collectivement qu'on va les développer en projet. Et aussi avec la collaboration de professionnels de l'arrondissement qui vont nous aider à développer ces projets-là, grâce à leur expertise financière, budgétaire et légale. Et aussi, on est dans un processus d'entonnoir. Donc, on a reçu beaucoup d'idées. Et là, il y a une analyse pour s'assurer que ces idées-là respectent les critères d'admissibilité des idées, le règlement de notre démarche de budget participatif à Hochelaga-Maisonneuve. Et donc, ça va diminuer le nombre d'idées avec lequel on va développer les projets. Et donc, c'est un processus d'entonnoir qu'on vit. Donc, on va donner un exemple à la prochaine diapositive. Donc, l'année dernière, à l'édition de Mercier-Est, il y a eu 309 idées collectées. Après analyse, priorisation de ces idées-là, choix des idées pour développer des projets, il y en a 16 projets qui ont été développés. Le but, c'est de regrouper des idées ensemble pour développer des projets. Et après analyse plus poussée là, sur la faisabilité des projets, il y a eu 10 projets qui ont été sur le bulletin de vote et deux projets ont été priorisés par le vote et donc financés et réalisés. Des fois, il y a plus que 2 projets, ça dépend de budget qui est alloué de la grandeur du budget qui est alloué aux projets qui sont priorisés par le vote. S'ils sont plus petits, des fois, on peut aller jusqu'à 4 projets priorisés. L'année passée, c'était 2. Donc, le bilan de la collecte d'idées. Donc, 239 idées ont été soumises au total pour Hochelaga-Maisonneuve en février jusqu'à la première semaine de mars. Ça comprenait principalement des idées via le formulaire en ligne. Donc, on était à 203 idées en ligne. C'est sûr qu'on est en numérique en ce moment, c'est quand même ce qui fonctionne le mieux, même si on offre des moyens parallèles. Donc, les ateliers d'idéation se sont faits aussi en ligne. Là, l'idée, c'était de développer collectivement à plusieurs des petits groupes des idées. Donc, il y a eu 23 idées qui ont été générées par les ateliers. Il y a eu des formulaires papier distribués dans quelques établissements de l'arrondissement, aussi des commerces, si je ne me trompe pas. Donc, 7 idées ont été soumises papier. Puis, il y avait une boîte téléphonique, on a reçu des appels et c'est 6 idées qui en ont émergé. Donc, au niveau de qui a participé, on récolte toujours des données sur qui participe parce qu'on veut faire des démarches de plus en plus inclusives. On veut savoir qui était là, mais qui n'était pas là surtout. Puis, s'améliorer d'année en année. Donc, faire des recommandations à la fin d'une démarche qu'on a évaluée là, pour des améliorations pour l'année future. Donc, comme dans les autres démarches ailleurs, c'est entre 25 et 64 ans, c'est les groupes d'âge qui participent le plus. Ici, on avait principalement 35 à 49 ans qui ont participé. Et des efforts sont à faire dans toutes les démarches au niveau des moins de 19 ans et au niveau des 65 ans et plus. Puis surtout avec le numérique, c'est difficile cette année. Donc, au niveau de la collecte d'idées, au niveau juste des ateliers en ligne, on a 33 personnes qui ont participé. On en a offert 3. Donc, 11 personnes sont venues au premier,
22 au deuxième. Et on a offert l'arrondissement a offert un atelier durant la semaine de relâche qui était organisé avec, je crois, jusqu'à 5. C'est Michael qui a organisé ça. C'est 5 organismes qui étaient impliqués et qui ont sollicité leurs membres, mais on a dû l'annuler par manque de participation. C'est sûr que c'était la semaine de relâche, c'est beaucoup plus difficile. Et on est tanné du numérique. On essaye de relâcher du numérique durant la semaine de relâche. Donc, ce qui a été fait, juste pour vous informer, au niveau de faire connaître la phase de collecte d'idées, donc il y avait la boîte téléphonique qui permettait de soumettre des idées, mais il y a aussi des dépliants qui ont été distribués en porte-à-porte dans Hochelaga Maisonneuve. Ça, c'était 30 000 dépliants informatifs qui ont été distribués. Aussi des dépliants, des affiches, des formulaires, puis des boîtes pour collecter des idées qui ont été rendues disponibles à la table de quartier Hochelaga Maisonneuve, mais aussi dans les établissements de l'arrondissement et d'autres établissements comme le marché 4751. Je pense, je ne sais même pas c'est quoi, honnêtement. Et des organismes. Quartier, Anne. C'est quoi? Épicerie bio. Ah oui, OK. Quartier sur Sainte-Catherine, oui. Ah oui, OK, oui. Donc, c'est ça, des organismes, là, des commerçants qui ont accepté de participer et de faire connaître le budget participatif. Donc, les types d'idées qui sont revenus souvent, refuge pour animaux, donc 20 idées qui ont été déposées, puis c'était principalement vraiment exactement la même chose, parfois avec des nuances. Donc, 20 fois. Donc, pour l'analyse, les nuances ont été prises en compte dans l'analyse aussi. Ajout de toilettes pour les parcs, aménagement de parcs à chiens, ça c'est revenu souvent. Il y a 37 fois la même idée qui a été déposée pour l'apaisement de la circulation sur la rue Hochelaga. Et ça, c'est la première fois que je voyais ça, moi, depuis que j'accompagne les budgets participatifs. On a aussi reçu des appels contre l'idée, 2 personnes. Donc, ce qu'on pense qui est arrivé, c'est que la personne qui faisait la promotion de cette idée-là l'a fait connaître dans le quartier. Et donc là, on a eu comme des pour et des contre. Moi, je n'avais jamais vu ça, mais c'est pas nécessairement négatif. C'est juste un fait intéressant là, qui s'est passé. Il y a de la mobilisation, en fait, c'est ça qu'on voit. Aires d'exercice extérieur, ça revient souvent dans toutes les démarches. Des lieux multifonctionnels, donc pour faire différentes activités, des espaces de détente, jardin collectif, ça revient dans toutes les démarches. Des terrains multisports avec terrain de tennis, volleyball, skatepark. Et même des pentes de ski, ça c'est la première fois que je voyais ça, super créatif. Plantation d'arbres. Puis, tout ce qui a trait à la propreté, comme ajout de poubelles, nettoyer les graffitis, ramasser les mégots de cigarettes, et des points d'observation sur le fleuve. C'est revenu quelques fois. Donc, il y a une analyse qui a été faite de ces idées-là. Je vais vous présenter les résultats. Chloé vient de nous mettre la liste dans le chat que vous pouvez ouvrir, qui a été rendue publique aujourd'hui. Donc, la liste de toutes les idées reçues avec le résultat de l'analyse. Donc, si ce n'est pas déjà fait, vous pouvez en prendre connaissance. Puis, si vous avez déposé une idée, allez trouver votre idée dans la liste et donc repérer le résultat de l'analyse, savoir si votre idée a été jugée admissible, peut-être admissible ou non admissible. Je vous rappelle juste les critères d'admissibilité des projets. C'est parce que c'est sur la base de ces critères-là que l'analyse a été faite. Donc, les projets, le budget total cette année, c'est 350 000 $. Donc, les projets qui vont être développés doivent avoir une valeur entre 10 000 et 350 000 $. On ne vous demandait pas d'estimer la valeur de votre idée. Donc, c'est les professionnels qui ont regardé si l'idée semblait leur entrer dans le budget à cette étape-ci, sans faire une analyse poussée. Ça viendra une fois que les projets seront développés, mais quand même, sont capables d'estimer quand même si ça rentre ou si c'est vraiment trop cher. Se réaliser dans le quartier Hochelaga Maisonneuve, être réalisable dans les 2 ans suivant le vote. Donc, ce n'est pas des idées si les idées requièrent vraiment d'avoir des ententes qui sont très longues à obtenir, par exemple, ce n'est pas possible. Représenter une amélioration pour la communauté. Viser l'intérêt collectif. Donc, ce qu'on veut vraiment, là, ça va être de choisir des idées, développer des projets qui vont répondre aux besoins de plusieurs. Donc, on ne veut pas avantager une personne ou vraiment un petit groupe de personnes, pas d'intérêt privé non plus.
faut que ce soit une réalisation durable à long terme. Donc, nous, on est dans ça, c'est parce que aussi, notamment, on est dans un budget qui finance la création d'infrastructures. Donc, on est avec le programme triennal d'immobilisation. Les projets qu'on peut réaliser, c'est des projets d'infrastructure et non pas des projets où on finance plutôt comme des services. Pas de l'animation, pas payer un local, pas une étude. On est vraiment on construit des choses concrètes. Donc, il faut que ce soit durable, un minimum 5 ans. On peut changer de diapositive. Merci. Donc, il faut que les idées soient en cohérence avec les plans et politiques de l'arrondissement. On ne peut pas aller à l'encontre des politiques de l'arrondissement, comme par exemple un plan local de déplacement. Faut qu'on soit dans les compétences de l'arrondissement. Je vois qu'il y a des mains qui se lèvent. La période de questions va débuter sous peu. Il me reste quelques diapositives, donc gardez en note, en tête votre idée et vous pouvez garder la main levée. Je vais vous... ben c'est bon, je me rappelle qui avait levé la main. Donc, ça ne sera pas long. Donc, on doit être dans les compétences de l'arrondissement. Donc, c'est ça que ça veut dire, relever de la juridiction, les pouvoirs, ce que l'arrondissement peut faire versus ce que la ville-centre peut faire, par exemple, ou un autre palier de gouvernement versus ce que le gouvernement du Québec peut faire ou le fédéral peut faire. Donc, on est vraiment au niveau, par exemple, des terrains locaux. On est au niveau des parcs locaux, des rues locales, des établissements qui appartiennent à l'arrondissement, par exemple. Et donc, c'est ça le point qui suit, être réalisé sur le domaine public d'arrondissement ou une propriété de l'arrondissement. Les idées soumises ne pouvaient pas représenter des projets qui sont déjà en cours d'études d'exécution par l'arrondissement. Donc, on ne veut pas faire quelque chose une deuxième fois, le refinancer. Par contre, quand il y a déjà un projet en cours d'études ou d'exécution, bien sûr, l'idée va être jugée inadmissible, mais elle va venir nourrir les professionnels. Donc, ce n'est pas des idées perdues. Je vais le rementionner plus tard. Les professionnels ont lu les idées. Les directeurs de l'arrondissement ont lu la liste des idées. Le maire a lu les idées. Donc, ce n'est pas perdu. C'est très stimulant au niveau de la réflexion de tout l'arrondissement. Et le dernier point, qui n'est pas le moins compliqué, même pour moi ça fait 1 an qu'il l'explique, il ne faut pas que les idées, vu qu'on est en un budget d'infrastructure, il ne faut pas que ça génère là, des frais de fonctionnement supérieurs à 5 % par an du montant investi. Donc, l'infrastructure doit un peu vivre par elle-même. Des fois, il y a des infrastructures où on a besoin d'aller dans des frais de fonctionnement, les frais d'opération. On a besoin de payer, par exemple, des ressources humaines pour les entretenir. Fait que là, on rentre dans les autres types de budgets où on est plus on paye des services, on paye des ressources humaines. Donc, un gym urbain là, ou des jeux, c'est une infrastructure, il va y avoir un entretien minimal, mais on n'a pas besoin d'un animateur. Mais là, quand on amène une infrastructure, on aurait besoin de payer une nouvelle ressource humaine, ça ne marcherait pas, par exemple, pour l'opérer. Donc, le résultat de l'analyse, maintenant qu'on s'est remis en tête nos critères d'admissibilité, donc 239 idées ont été reçues au total. Il y en a 17 admissibles. Donc, on n'a pas de choix à faire sur l'idée, elle est admissible telle qu'elle. 61 sont peut-être admissibles. Donc là, je vais vous dire les raisons tout de suite après. Il y aura des choix peut-être à faire sur l'idée. Et les non admissibles, il y en a plusieurs cette année, 161. Il y a plusieurs idées qui ont été jugées inadmissibles parce qu'elles ne respectaient pas les critères, mais sont super intéressantes. Comme je vous le disais tantôt, nous, au Centre d'écologie urbaine, on accompagne plusieurs démarches dans plusieurs villes et on constate que les professionnels lisent les idées et les élus aussi, puis plusieurs idées sont récupérées dans le cadre d'autres démarches. Ça nourrit les études en cours, donc c'est très intéressant, il n'y a rien de perdu. On est aussi dans un processus pédagogique, c'est le premier à Hochelaga. Donc, l'idée, c'est d'aller voir le résultat de l'analyse de votre idée et même si elle est inadmissible, c'est de comprendre pourquoi. Il va y avoir une explication et on apprend l'année prochaine là, de proposer des idées, de mieux comprendre les critères, de mieux comprendre le processus et de savoir l'année prochaine quel type d'idée
déposées. Donc, pourquoi le chiffre d'idées non admissibles est aussi gros? Une des raisons, c'est que dans les idées qui ont été déposées plus qu'une fois, là, plusieurs fois, ces idées-là ont été jugées inadmissibles. Donc, c'est comme une idée inadmissible, mais qui est déposée vraiment beaucoup de fois. Donc, ça faisait 57 idées d'un coup inadmissibles. Donc, ça fait quand même une grosse portion d'idées non admissibles. Mais par contre, comme je vous mentionnais, pour ce qui est de l'idée, par exemple, je donne un exemple d'apaisement de la circulation sur Hochelaga, qui a été jugée inadmissible, mais déposée plusieurs fois. Elle a quand même amené, on le sait déjà là, en ayant parlé tout récemment aux professionnels, elle a nourri la réflexion pour des projets qui, peut-être Maud, je pourrais te laisser compléter le détail, mais pour des réflexions à ce niveau-là. En fait, effectivement, on en parlait entre nous, puis c'est vrai que, bon, les gens nous disaient il y a de la vitesse, on notait des problématiques par rapport à Hochelaga. Il faut comprendre que la rue Hochelaga, c'est une rue artérielle, donc nous, on s'occupe plus de l'entretien, en fait, localement, mais en termes d'aménagement puis d'infrastructure, ça relève plus de la ville-centre. Par contre, ce qu'on se disait, c'est qu'on allait en traiter, en fait, adresser la question au comité mobilité qui se réunit une fois par mois pour essayer de voir en fait qu'est-ce qui peut être fait. Puis donc, comme le disait Anne, c'est pas parce que le cadre du budget participatif il est normé avec des critères d'admissibilité précis, un budget. On est dans le budget du PTI là, pour tout ce qui est infrastructure. Ça ne veut pas dire que parce que c'est jugé non admissible pour le budget participatif que les idées qui sont déposées ne seront jamais réalisées en dehors, soit via un autre programme, soit une autre, parce qu'elles sont très bonnes. Donc, c'est un peu ça là, que je voulais dire. Je n'ai pas d'annonce particulière à faire pour Hochelaga ce soir, là, mais tout ça pour dire qu'on a bien senti l'intérêt. Et donc, c'est ça, elle va être étudiée, dans le fond, via un autre canal, si je peux dire. Merci, Maude, pour le complément. Donc, l'analyse est disponible sur Réalisons Montréal, / budget, Hochelaga Maisonneuve, et Chloé l'a mis dans le chat aussi. Donc, quelles sont les principales raisons qui font en sorte qu'une idée a été jugée non admissible? Le lieu proposé, il n'était pas situé dans Hochelaga Maisonneuve. Et on considérait que le lieu ne pouvait pas être déplacé. Parce que si le lieu peut être déplacé, l'idée va être jugée peut-être admissible, vous allez voir. Mais des fois, c'est vraiment, le lieu est tellement précis, l'idée a tellement besoin d'être dans ce lieu-là qu'on ne peut pas la déplacer, ça n'aurait pas de sens. Et là, il n'était pas situé dans Hochelaga Maisonneuve. Donc, ce n'était pas admissible. Le projet dépasse le budget alloué de 350 000 et il n'était pas possible de faire des choix sur des équipements, de réduire. Donc, par exemple, si quelqu'un avait déposé une idée de piscine, bien ça, c'est pas possible. C'est au moins 5 millions de dollars, je crois. Donc l'idée aurait été jugée non admissible. Donc, le projet ne relève pas de notre budget d'infrastructure, du programme triennal d'immobilisation. Donc, à ce moment-là, on ne peut pas recevoir l'idée dans le cadre du budget participatif. Donc, on donne des exemples ici. La plantation d'arbres, ce n'est pas considéré comme une infrastructure, c'est considéré dans les autres budgets de l'arrondissement. La patinoire extérieure, ça, c'est considéré comme des opérations et non pas comme une infrastructure. Une infrastructure, il faut que ce soit durable. Donc, je crois que, peut-être je me trompe, mais quand c'est éphémère, quand c'est juste saisonnier, c'est pas dans le... Oui, Cathy dit oui, parfait. J'ai comme mes aides qui me disent oui. Donc, quand c'est saisonnier, là, comme une patinoire, ce n'est pas une infrastructure, le programme triennal d'immobilisation. Donc, comme je l'ai dit tantôt, le projet était déjà prévu ou à l'étude par l'arrondissement, donc il va se faire, ou il est étudié en vue d'être fait, là, savoir si c'est possible de le faire sur le territoire. Puis, ça ne relève pas de la juridiction de l'arrondissement. Donc, ce n'est pas dans les compétences, dans ce que l'arrondissement a le droit de faire versus ce que la ville centrale là, de Montréal fait, elle, de son côté. Donc là, l'idée de refuge animalier, c'est pour ça qu'elle a été jugée non admissible, principalement. C'est de compétence de la ville-centre de créer un refuge animalier. Moi, je te laisserai compléter aussi sur cette idée.
Effectivement. Donc, cette idée-là est revenue plusieurs fois. Donc, c'est ça, ça relève plus, en fait, de la prérogative, pardon, de la ville-centre. Et on sait par ailleurs que ce projet-là est à l'étude actuellement. Donc, c'est pour ça, en fait, que les idées qui portaient là-dessus ont été identifiées là, comme non admissibles pour le budget participatif. Merci, Maude. Donc, pour les idées peut-être admissibles, voici les principales raisons. Donc, il y a un choix d'équipement à faire parce que là, ça dépasse le budget. Il y a trop d'équipements qui ont été demandés, mais là, on considérait qu'on était capable de faire des choix et donc de respecter le budget. Les équipements proposés sont trop chers, mais l'arrondissement serait capable de proposer des alternatives lors des ateliers projets. Comme par exemple, si quelqu'un proposait des jeux d'eau, ben, on peut mettre des brumisateurs à la place. Le lieu, faut trouver un autre lieu, comme je disais tantôt. Ce n'est pas un lieu qui appartient à l'arrondissement, ne fait pas partie du domaine public, mais on pourrait le changer. Ça ne dénaturerait pas le projet de trouver un autre emplacement. Des fois, on voyait que dans un secteur proche, il y avait possibilité de relocaliser le projet. Je laisserai Maude compléter sur le fait qu'on a appris tout récemment, l'arrondissement a appris tout récemment que ça, c'est après la collecte d'idées, après qu'on ait fait les ateliers, qu'on ait lancé la démarche, que le secteur Maisonneuve est désormais visé par un avis de classement patrimonial par le ministère de la Culture et des Communications. Je vais laisser Maude expliquer. Bien, c'est ça exactement. En fait, sans rentrer dans tous les détails, peut-être que vous avez vu passer cette nouvelle récemment. Donc, c'est le ministère là, qui a émis un avis d'intention de classement pour le secteur Maisonneuve. Donc, ça touche en fait des bâtiments là, à caractère patrimoniaux comme le Bay Morgan, le Parc Morgan, l'avenue Morgan, l'ancienne caserne de pompiers, l'ancienne hôtel de ville de la ville de Maisonneuve. Donc, grosso modo, ce que ça veut dire, c'est que pour l'instant, donc comme c'est comme pas officiel ou en vigueur, parce qu'un avis d'intention, ça gèle, il y a un avis de gel. Donc, tout projet ne peut pas en fait être étudié puis cheminé. Puis le jour où ça rentrera en vigueur, ça voudrait dire que les projets, ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas de projets qui peuvent se faire évidemment dans ces endroits-là, mais ce que ça veut dire, c'est qu'ils doivent être approuvés en fait par le ministère. Donc, il y a un détour quand même pour s'assurer qu'on respecte les normes patrimoniales. Donc, je ne suis pas une experte, là, mais en gros, c'est ça. Donc, pour l'instant, c'est pour ça qu'en fait, les idées qui touchaient ce secteur-là ont été jugés peut-être admissibles, mais pour être en toute transparence avec vous, on est un peu à l'étude avec nos services, essayer de voir la portée dans le fond. Par exemple, est-ce qu'un terrain qui est derrière le CCSE Maisonneuve, est-ce qu'il est visé par cet avis de classement? Donc, je n'ai pas la réponse malheureusement, mais d'ici les ateliers de développement de projet, on va évidemment aller chercher l'information parce que nous, ce qu'on veut, c'est vous donner l'information, en fait, pour que vous puissiez travailler sur les projets en connaissance de cause. Merci, Maude. Donc, nos trois derniers points, donc les équipements ou les aménagements, ils relevaient, c'est des infrastructures, ils relevaient de notre budget d'infrastructure. Mais il y avait aussi dans l'idée des éléments de gestion de cet équipement-là, d'opérationnalisation du projet. Donc, ces deux derniers éléments-là, gestion, opérationnalisation, ça, c'est pas admissible. Donc, il y a une partie de l'idée qui est admissible, une partie qui n'est pas admissible. Donc, à l'atelier de projet, on va voir là, avec quelle partie d'idée on peut continuer. L'idée exige d'être davantage développée pour pouvoir être estimée au niveau budgétaire. Il y avait peut-être pas assez de détails, donc ça serait pour savoir si elle respectait le budget, par exemple. Donc, ça serait de pousser l'idée un peu plus loin et de voir à l'analyse de faisabilité, là, si l'idée est développée en projet, quels en seraient les coûts. Puis, le projet est déjà à l'étude pour un site visé, mais faut pousser un peu plus loin pour voir si l'idée pourrait être greffée au projet. Ça, par exemple, Maude, c'est un ajout que vous avez fait récemment. Peut-être je vous laisserai l'expliquer. Si l'idée est greffée à un projet déjà à l'étude, elle serait non admissible. Alors, non.
En fait, quand l'idée qui est soumise, c'est exactement le projet qui était peut-être dans les cartons de l'arrondissement, à ce moment-là, le mis non admissible. Quand il y a une idée qui nous semblait pouvoir, dans le fond, peut-être se connecter avec ou être intégré par un projet qui est à l'étude, on a mis en fait dans l'analyse que ce serait évalué en fait, donc c'était peut-être admissible. Donc, mais ça va prendre une analyse un peu plus poussée, là. OK, donc l'idée viendrait compléter le projet là, au lieu d'être seulement non admissible. OK. Oui, c'est une liberté que j'ai prise, en fait. OK. C'était la première fois que je vois ça. C'est correct? Super. Avez-vous des questions? Tantôt, la plume Mel, je crois que vous aviez levé la main. Est-ce que c'est toujours d'actualité? Ben, oui, mais en fait, je l'ai nommé dans le chat. Qu'est-ce que je voulais dire? OK. Je pense que ça n'a pas nécessairement rapport avec ce que tu es en train de dire, là, parce que j'ai beaucoup de difficultés à comprendre vos mots, là. OK. Est-ce que vous voudriez me redire votre question? Non, j'ai pas de question vraiment, là. OK. Peut-être qu'on pourrait, si vous avez de la difficulté à comprendre, on pourrait prendre un moment avec vous peut-être une autre fois pour clarifier des choses aussi, là, au besoin. Ouais, non, il n'y a pas de souci à ce niveau-là, j'apprends, là. Ben oui, c'est ça. C'est vraiment une démarche qu'il faut vivre, hein, même si on la connaît, il faut la vivre parce que c'est très complexe. Puis je comprends parfaitement. Là, mais moi qui travaille là-dedans, ça m'a pris du temps. Donc, s'il y a besoin qu'on se rencontre une autre fois aussi, on pourra le faire. Merci. Samir. Bonjour, vous m'entendez bien? Oui. Bonjour, merci beaucoup d'avoir organisé cette rencontre citoyenne, c'est très apprécié. Ma question est sur le processus de consultation citoyenne. J'ai fait un petit peu de recherche, puis j'ai vu qu'il y avait eu aussi d'autres processus de consultation citoyenne par le passé, dont le plan local de déplacement. Et en le lisant, j'ai remarqué qu'il y a des projets qui se répètent. Donc, on a consulté les citoyens, que c'est à plusieurs reprises qu'ils demandent la même chose depuis des années. Et je me demande comment ce processus de consultation citoyenne va pondérer les idées en fonction qu'il y a des demandes qui se font à répétition depuis des années par divers processus de consultation. Donc, est-ce que ça a une valeur quand on consulte les citoyens à répétition puis qu'on revient avec les mêmes idées puis qui sont encore rejetées ou non admissibles ou pas considérées? Je laisserai quelqu'un de l'arrondissement peut-être répondre. Juste mentionner que pour cette démarche-ci, elle a une valeur au niveau de l'échelle de la participation élevée parce qu'elle est décisionnelle. Donc, le vote, les projets qui vont être présés par le vote seront réalisés. Donc, ça, c'est juste un complément sur la démarche-ci, mais en ce qui concerne les autres démarches précédentes, là, je laisserai le maire répondre. Oui, merci. Ben, c'est une très bonne question, en fait. Ça dépend vraiment de à quel projet que vous avez en tête, par exemple, parce que lorsqu'on réfère juste à la question du plan local de déplacement, là, des gens qui demandent, par exemple, une piste cyclable sur une rue. Faut savoir que lorsqu'on construit une piste cyclable ou quand on fait, disons, des aménagements sur une rue, par exemple, souvent, il peut y avoir des conflits avec différents travaux qui sont prévus à la ville. Par exemple, si dans 2 ans, 3 ans, on prévoit on va avoir les entrées d'eau en plomb vont être remplacées. Ben, même si les gens ont été consultés, puis que c'est dans le rapport, puis que même que l'administration est d'accord avec cette orientation-là, des fois, ça peut prendre 3, 4, 5 ans pour que ça se réalise, ou que les sommes sont pas disponibles, ou il y a toujours la ville, là, c'est quand même un gros bateau de 26 000 employés, puis plusieurs services. Donc, moi, je le comprends, là, des fois, là, il y a des éléments de consultation qui
bien que tout le monde est d'accord, ben, se réalise pas. Fait que ça, je suis d'accord, ou prennent du temps pour se réaliser. On vient de faire une piste cyclable sur la rue de Marseille. Elle était au plan de déplacement de la ville de Montréal depuis 2008. Donc, c'est un peu une blague. Cela dit, les projets qui vont être étudiés dans le cadre du budget participatif, un des critères, c'est qu'ils sont réalisables à l'intérieur de 2 ans. Tantôt dans la présentation, Anne le disait bien, un projet qui a trop d'ampleur ou qui, pour des raisons techniques, là, c'est pour ça qu'on a des gens des études techniques, on a des ingénieurs, des techniciens avec nous, qui nous permettra pas d'être réalisé dans les 2-3 prochaines années, ben, il pourra pas continuer à cheminer dans le budget participatif parce que ça va juste créer des fausses, ça va créer des faux espoirs chez les citoyens. Cela dit, toute idée qu'on va mettre de côté, on souhaite, là, si vous voulez dire pourquoi cette idée-là a été mise de côté, ben, on va pouvoir y répondre. Puis, donc voilà, j'espère que je suis assez clair dans ma réponse. Est-ce que je peux poser une question en complémentaire? Mm-hmm. Merci pour la réponse, Monsieur Lessarblay. Donc, comme citoyen, ma question en complémentaire, c'est que si certains projets qui sont très appuyés par les résidents de l'arrondissement sont dépendants de la ville-centre, c'est quoi nos recours pour influencer la ville-centre? Est-ce qu'il faut passer par vous, qui est justement maire du même parti que la mairesse de la ville-centre? Est-ce que nous-mêmes, il faut qu'on se déplace à la ville-centre? Donc, nous, on veut faire bouger les choses. Donc, on veut savoir comment faire influencer, comment faire avancer les choses parce que on trouve ça long, c'est notre sécurité, c'est notre bien-être, c'est où ce qu'on vit tous les jours. Donc, on veut faire avancer les choses. Puis, si on nous consulte, si on est consulté et qu'on est là, c'est parce qu'on tient à cœur à ce que les choses bougent. Oui. Ben, Monsieur Mulding, je vous pose une question. Est-ce que vous faites partie de l'un de ceux qui a proposé l'idée de l'apaisement de la rue Hochelaga? Moi, j'ai définitivement appuyé ce projet-là, mais qu'est-ce qui m'a encore plus surpris, c'était que cette demande-là existait avant même qu'on avait cette consultation. Fait que je me rends compte que même si moi je l'ai appuyé, c'est une demande citoyenne qui existait avant même que j'arrive. Et ce n'est pas seulement une demande citoyenne, mais aussi quelque chose qui est étudié par l'arrondissement. Donc, moi, ce que je vous proposerais, M. Mulding, là, c'est je vais vous laisser mon courriel dans le chat. Écrivez-moi avec vos coordonnées, puis on pourra davantage discuter de ce projet-là avec grand plaisir. Ça vous va comme ça? Oui, très bien, merci. Merci à vous. Merci de votre implication. Merci beaucoup. Je vais prendre, avant de poursuivre avec les questions à l'oral, je vais prendre une question dans le chat. Donc, est-ce que la démarche touche à des idées de logement abordable? Je n'en ai pas vu dans la liste d'idées. Cependant, non. Le logement abordable, même pour le budget participatif qui se fait en ce moment, là, il y a aussi une démarche au niveau de la ville-centre pour tout Montréal. On ne prend pas non plus des projets au niveau du logement abordable, le logement social, parce que c'est non plus pas une compétence de la Ville de Montréal, mais de l'agglomération de l'île de Montréal. Il y a beaucoup de paliers de gouvernement à Montréal. Tu as les arrondissements au niveau très de proximité, là, très proche de nous, local, au niveau de nos quartiers, là, de l'arrondissement. Puis, tu as la ville-centre qui ne comprend pas les villes, qui ne fait pas la grandeur de l'île, qui ne comprend pas les villes qui se sont défusionnées dans le début des années 2000, là, principalement l'ouest de l'île. Donc, le logement social, c'est comme une compétence, c'est partagé, là, mais principalement de l'île de Montréal au complet. Donc, le regroupement, l'agglomération de la ville de Montréal et des autres villes sur l'île de Montréal. Donc, on ne peut pas toucher à ça dans nos démarches. Claude demandait si le secteur Maisonneuve, là, qui en avis patrimonial, ça touche
L'ancienne caserne Les Caserne Tours. Le Tourneux, oui, Anne, oui, pour répondre à la question de Claude. La question des terrains, ça, c'est la chose qu'il faut creuser. Je pense qu'en toute logique, la réponse est oui, mais oui, la caserne est définitivement. On parle de Nutrilait, là, en fait, là, oui, tout à fait. Merci, Maude. Donc, Anne, si tu me permets, j'avais reçu une question en privé de Manon Cadotte. Donc, je la lis comme suit. Si un projet n'a pas été reçu non admissible, est-ce qu'il y a un endroit / une personne que l'on peut approcher pour sa réalisation ou du moins sa mise en chantier? Donc, est-ce qu'on peut aller, par exemple, au conseil d'arrondissement pour faire connaître nos idées, Maude? En fait, là, je n'ai pas l'idée en question, mais comme disait Anne tantôt, de façon générale, toutes les idées qui sont soumises dans le cadre du budget participatif, même si elles ne sont pas jugées admissibles à cette étape, ça ne veut pas dire qu'elles ne pourront pas être réalisées plus tard. Donc, nous, on transmet l'information à tous les services concernés à l'arrondissement. Et donc, ça peut être pris en considération. Après, il y a toutes sortes de programmes à la ville. Oui, si vous voulez faire une demande, vous pouvez appeler au 3-1. Là, c'est parce que j'ai aucune idée de quelle idée on parle, mais il y a des gens qui vont au conseil d'arrondissement, donc ça dépend un peu. Mais oui, définitivement que le budget participatif n'est pas la seule porte d'entrée, en fait, je dirais, là, c'est un cadre bien précis, c'est une méthodologie bien précise, le budget participatif. Puis, ultimement, ce sont les citoyens qui vont voter. Donc, même s'il y a beaucoup d'idées qui sont soumises, même s'il y a beaucoup de projets qui vont être développés, qui sont très intéressants, le vote et les citoyens sont souverains au niveau du vote. Donc, c'est eux qui vont décider de l'affectation du budget qui est mis je n'aime pas dire en jeu, mais en tout cas, le 350 000 qui est dédié là, pour le budget participatif. Donc, voilà, c'est un peu ça ma réponse. Merci, Maude. Donc, je continuerai avec une question à l'oral. Donc, la prochaine, c'était Julie Paquin. Oui, bonjour. En fait, j'aurais une question ou une remarque là, concernant les critères d'admissibilité. J'ai cru comprendre qu'il y a des projets non admissibles, puis il y en aurait peut-être admissibles, etc. Moi, j'ai proposé un refuge d'hiver pour les chats errants dans le quartier. Là, on me dit que tout ce qui concerne les animaux, c'est pas admissible parce que ça relève de la ville-centre. Oui. Je comprends que pour l'instant, et là c'est temporaire, là, par décret, la Ville-Centre a rapatrié les pouvoirs réglementaires sur la gestion des animaux. Ceci dit, selon ma compréhension juridique de la chose, ça ne veut pas dire que l'arrondissement ne fait rien. Au contraire, l'arrondissement est chargé de la mise en œuvre des règlements. Puis j'ai parlé récemment aussi aux responsables à la Ville-Centre, puis ils me disent que c'est clair que toutes les décisions qui concernent ça sont prises de concertation entre la Ville-Centre et les arrondissements. D'ailleurs, c'est les arrondissements qui signent les contrats de fourrière, c'est les arrondissements qui émettent les permis, qui vont gérer les programmes de capture. J'ai un petit peu de misère avec l'argument disant que ça relève de la Ville-Centre et qu'on ne peut rien faire pour les animaux dans Hochelaga à cause de cette raison-là. Donc, j'aurais voulu avoir des explications à ce sujet-là. Autre? Oui. Puis, deuxième motif oui. qu'on a invoqué, c'est l'idée qu'un refuge, un projet-là va se concrétiser. Est-ce qu'on a une garantie qu'il va arriver? Est-ce qu'on a une idée qu'est-ce qu'il va y avoir un point de service dans Hochelaga Maisonneuve? La chance que ce projet-là se concrétise à court terme et qu'il nous amène un point de service dans le quartier me semble un petit peu faible. Puis ça ne sera sûrement pas un projet d'abri d'hiver non plus pour les animaux, là, ce refuge-là. Donc, je suis un petit peu embêtée là, avec les critères d'admissibilité. Bien, écoutez, c'est vrai que l'arrondissement donne un contrat, en fait, de gestion animalier là, au Berger Blanc parce qu'il n'y a pas de refuge, en fait, pour animaux de la ville. Donc, il faut répondre à cette demande-là. L'arrondissement va aussi relancer le programme capture, j'ai de la difficulté avec cet acronyme-là, là, mais maintien, stérilisation au niveau des chats, en fait, pour aider les populations, pour éviter la surpopulation des chats. Mais sinon, donc c'est ça, l'arrondissement donne un contrat au Berger Blanc et donc un service parce qu'il n'y a pas de refuge animalier de la ville, mais c'est étudié, en fait, par la ville.
Donc, c'est sûr que l'arrondissement ne mettra pas en place, en fait, ce n'est pas sa juridiction de mettre en place un refuge animalier alors que la Ville travaille sur un projet similaire. Je n'ai pas les détails de quand, malheureusement, j'aimerais beaucoup vous le dire, j'aimerais beaucoup moi-même le savoir, mais je sais que c'est à l'étude. Donc, pour les détails et les modalités, malheureusement, je ne peux pas vous les partager, mais bref, c'est un peu ça, là, la réponse, l'analyse qui a été faite là, par nos services. Ouais, donc, ce qu'on en comprend, c'est que l'arrondissement a Donc, ce que je un comprends, mandat d'agir, donc agit via... fait que l'analyse relève plus du dédoublement avec... excusez-moi, j'ai des petits problèmes de connexion. Le problème viendrait plus à ce moment-là du dédoublement avec le projet de la Ville que de la question de juridiction là, au point de vue légal en tant que tel, là, d'après ce que je comprends de votre intervention. C'est que c'est un peu complexe, c'est que l'arrondissement a un mandat d'agir, mais pas en créant des infrastructures. Il y agit donc en offrant le service du berger blanc, mais créer une infrastructure comme un local, un refuge, ça, c'est vraiment ville-centre. Fait que là, ça, c'est la complexité de la ville. Là. La ville est complexe. Fait qu'il y a, au niveau de l'arrondissement, il y a une action qui est posée il y a un service via le berger blanc, mais il n'y a pas de possibilité de construire l'infrastructure. Ça, c'est vraiment de ville-centre. Comme le dit le maire. Qu'on comprenne ou pas, ou qu'on trouve ça logique ou pas, c'est ça qui se fait en ce moment, mais c'est compliqué. Ça n'a pas l'air d'être ça qui ressort de la réglementation non plus, là, d'après ce que j'ai lu. Mais puis de toute façon, je veux dire, un refuge créé par la Ville-Centre, là, où il n'y a pas de garantie qu'il soit dans notre quartier. Donc, ça voudrait dire que si la Ville-Centre décide de ne pas nous desservir avec un refuge, bien là, l'arrondissement ne peut rien faire, puis il n'y aura pas de refuge dans ce laga. Je trouve que c'est une absurdité totale. Puis, ce refuge-là, clairement, ne répondra pas à tous les besoins qui ont été mentionnés par les gens qui ont proposé des projets en rapport avec les animaux. Là. Quand on parle de pimper les abris qui sont offerts aux colonies actuellement ou de créer des nouveaux abris ou de créer des résultats, je veux dire, il y a plein de choses qui ne seront pas faites par un refuge central qui va possiblement, à moins que vous ayez des scoops là-dessus, là, mais qui risque de reproduire le modèle de la SPCA essentiellement. Bien, c'est ça. C'est difficile de se commettre sur, en fait, les modalités de ce refuge-là parce c'est ça, on peut pas, on n'a pas l'information, mais on ne peut pas présumer non plus que ça ne répondra pas à la demande. Mais comme le dit le maire aussi dans le chat, c'est qu'il faut garder en tête qu'un refuge, ça coûterait aussi plus que 350 000 $. Donc, il faut garder en tête l'esprit du budget participatif puis du budget financier qui est mis en cause ici. Donc, quand on disait tantôt que les idées, elles peuvent être excellentes, mais que le budget participatif n'est peut-être pas le lieu nécessairement où elles peuvent se concrétiser, ça, c'est un exemple aussi, là. Bien, ça dépend. Si vous pensez à un gros refuge, c'est sûr que ça coûte plus de 350 000 $, mais des abris d'hiver, ça ne coûte pas 350 000 $. Bien, c'est qu'il faut les opérationnaliser, ça prend un local. Tout ce qui concerne les animaux, on flush ça parce que ça relève de la Ville-Centre. Je trouve ça un petit peu dommage. Là, parce que... Donc, est-ce qu'il y a un endroit, comme par exemple pour le projet d'apaisement de la circulation, où Mme Paquin pourrait s'adresser? Parce que dans le cadre de cette démarche-ci, là, ce projet-là ne correspond pas à plusieurs critères. Comme on est plus dans d'un budget d'opération là, que de... quand on avait reçu des représentants justement du projet de refuge pour animaux aussi dans nos ateliers de collecte d'idées, puis ce qui était demandé, c'était beaucoup l'allocation de payer, que l'arrondissement paye un local, par exemple. Et ça, c'est du budget de fonctionnement, ce n'est pas une infrastructure. Il y a un système de bénévoles pour gérer cette idée-là, mais quand même, ça amène des coûts qui ne sont pas dans le programme triennal d'immobilisation, comme l'électricité, par exemple, un entretien minimum, sécurité peut-être, etc. Donc, c'est ailleurs probablement que l'ITET. On pourrait peut-être juste dire à Mme Paquin où elle peut s'adresser, parce que c'est vraiment pas dans le cadre du budget participatif, là, dans les règlements qu'on a à Hochelaga-Maisonneuve qu'on peut le faire. Par contre, nous, le Centre d'écologie urbaine, on récolte commentaires, tout ça. Nous, on fait des recommandations à chaque année à l'arrondissement pour ses éditions futures. On évalue la démarche aussi.
notamment avec notre comité de pilotage là, sur lequel il y a la table de quartier puis des résidents de Chagrin-Maisonneuve. Donc, ils vont nous aider à évaluer la démarche. Donc, on va récolter les commentaires et tout ça. Puis, si ça nous aide à faire des recommandations pour les éditions futures, on va en faire, donc, par exemple, recommander que des budgets de fonctionnement peut-être soient alloués dans de futures éditions, comme ça se fait dans d'autres arrondissements. Nous, on va le faire. Donc, n'hésitez pas à nous faire les commentaires, on va les récolter. Puis, juste peut-être, Maud, si on pouvait, ou M. Le Sablet, guider Mme Paquin à l'endroit où elle pourrait s'adresser. Oui, en fait, je ne sais pas si, M. le maire, vous avez l'information là-dessus ou... Bien, c'est plutôt simple. On est très, très au fait là, des critiques concernant l'élément de gestion animale, tout ça à travers l'arrondissement, à travers la ville, pardon. C'est un problème qui est complexe. Jean-François Parenteau est le responsable du dossier à la Ville-Centre. Vous pouvez le contacter. Pour ce qui est, là, ce soir, on est sur le budget participatif. Et c'est très, très clair, là, le budget un chalet de parc, par exemple, là on va rénover les chalets de parc Saint-Aloysius et Préfontaine cette année. Là. Juste la rénovation complète d'un chalet de parc, là, on dépasse généralement le $1 million. Là. Donc, un bâtiment très simple dépasse 350 000 donc, dans le cadre du budget participatif, la création de refuges, de chalets de parc, de piscines, d'installations, de construction majeure rentre tout simplement pas dans le budget malheureusement. Et on est un des arrondissements où est-ce qu'on est le plus généreux par budget dollars par citoyen en fait. 350 000 pour 45 000 personnes, on a un peu plus de 8 $ par personne. C'est dans les normes internationales de budget participatif les cibles qu'on recherche pour mobiliser les gens. Donc, je comprends, Mme Paquin, que vous espérez des plus grands investissements de la Ville. Je pense qu'ils sont nécessaires aussi, mais dans le cadre du budget participatif, ils ne s'appliquent malheureusement pas. Non, mais je comprends votre point parce que vous avez une idée bien précise de ce que vous pensez être le projet que j'ai soumis, mais ce n'est pas... je pense que peut-être une chose à faire pour l'année prochaine. Là. Moi, malheureusement, j'ai manqué la rencontre d'idéation que j'aurais pu préciser, là, mais je trouvais que le formulaire il était vraiment court, puis on ne pouvait pas vraiment détailler ce qu'on voulait dire. Puis d'après moi, si j'avais pu expliquer vraiment, parce que je connais très bien tout ce que vous venez de dire, là, je les ai lus, les règles pour le budget, là. Donc, si j'avais eu l'espace de l'expliquer comme il faut, je pense que mon projet aurait parfaitement été admissible dans ces critères-là. Puis là, je trouve ça un petit peu plate. Puis, en tout cas, j'aimerais ça, juste avant de vous quitter, là, si je peux passer un message à M. Le Sablet, essayer de faire un suivi avec la Ville-Centre pour ce fameux projet de refuge. Là, au service de concertation, on me dit qu'il y a des annonces qui vont peut-être s'en venir. Mais ça serait très le fun qu'on ait au moins une garantie qu'il va y avoir un point de service dans Hochelaga parce que sinon, on ne sait absolument pas où ça va se trouver puis on a vraiment besoin de ça. Là. Ce qu'on pourrait faire, c'est, premièrement, c'est noter le commentaire sur le formulaire là, pour décrire les idées. Vous n'êtes pas la première à l'avoir formulé, donc ça, c'est pris en note. Ça a été entendu plus d'une fois. C'est pris en note pour l'année prochaine. Puis peut-être qu'on pourrait récolter, si vous voulez, nous donner votre courriel par peut-être message privé dans le chat et aussi à tous ceux qui sont intéressés. Si l'arrondissement reçoit des informations qui peuvent être rendues publiques sur ce projet-là de refuge là, par la Ville-Centre, donc on pourrait vous informer. Faire un suivi, assurément. Un suivi. OK, parfait. Je vous indique ça tout de suite. Merci. Donc, on va passer à la prochaine diapositive. Donc, oui, la formule des ateliers de développement de projet. Qu'est-ce qu'on va faire? Comment s'inscrire? Puis, vous pourrez reposer des questions après. Donc, l'objectif des ateliers, on va en avoir 2. Donc, c'est de permettre aux résidents de développer, en collaboration avec les professionnels des différents services de l'arrondissement, des projets qui sont réalisables et qui correspondent à nos critères d'admissibilité. Donc, c'est à partir des idées qui ont été récoltées lors de la collecte d'idées et qui ont été jugées admissibles ou peut-être admissibles qu'on va développer les projets. Donc, on part avec 78 idées et ce qu'on veut, c'est développer un maximum de 20 projets.
avec ces 78 idées-là. Donc, on fait notre processus d'entonnoir. Donc, la phase de projet était donc en 3 temps. Le premier temps, c'est ce qu'on fait en ce moment ce soir, le lancement de la phase avec cette rencontre d'information. Et donc, qui va être rendu admissible pour ceux qui ne pouvaient pas être là ce soir. Le deuxième moment, c'est le premier atelier de développement de projet. Donc, on va se concentrer à prendre connaissance des idées, admissibles et peut-être admissibles, et à faire des choix au niveau des idées. Donc, c'est un atelier de priorisation des idées. Donc, quelles idées on veut développer en projet? Donc, on va voir c'est quoi les points forts et les limites des idées. On va voir quelles idées peuvent être regroupées ensemble et on va décider ensemble des idées qu'on va développer en projet. Et on va fonctionner par thématique. Donc, nous, c'est ce qu'on va faire, notre travail là, dans la prochaine semaine. C'est à partir des idées qu'on a, c'est de voir quelle thématique on peut créer pour créer des sous-groupes là, pour pouvoir discuter en petit nombre. Donc, on va mettre des idées semblables ensemble, on va créer des thématiques. Ensuite, donc une semaine, donc ça, c'est le mercredi 28 avril. Ça commence à 6h30. Vous pouvez toujours arriver 10 minutes avant, dès 18h20 pour le temps de se connecter. Donc, jusqu'à 21h. Ensuite, une semaine plus tard, mais là, le mardi 4 mai, on va donc prendre les idées qui ont été priorisées et on va les développer là, en projet. Donc, en sous-groupe encore, dans les mêmes, en thématique, on va garder les mêmes thématiques. Et donc, on développe un maximum de 20 projets. Et on va nommer aussi, après le deuxième atelier, des résidents médiateurs. En fait, ça, c'est des participants à l'atelier des résidents là, de Hochelaga-Maisonneuve qui vont représenter chacun des groupes qui vont avoir développé des projets, là, chacune des thématiques, qui vont les représenter à un atelier qui va avoir lieu plus tard où on va prendre des décisions finales sur des projets. Donc, on va nommer un représentant par groupe qui va représenter les projets dans un atelier qui va suivre. On peut changer de diapositive. Donc, comment s'inscrire et choisir les thématiques? Les formulaires d'inscription sont déjà en ligne sur le site réalisonsmontréal.ca/budget Hochelaga-Maisonneuve. Donc, vous pouvez déjà aller vous inscrire. Donc, on vous demande, pour vous, c'est fait, mais d'avoir pris connaissance de l'analyse et de ses résultats. Donc, d'avoir participé ou visionné là, la rencontre d'information. Et de nous avoir indiqué votre premier et deuxième choix de thématique. Donc, une fois que vous allez vous inscrire, après, on va vous envoyer un courriel et on va vous dire c'est quoi les thématiques et quelles idées sont dans quelle thématique. Donc, vous pourrez choisir votre groupe là et juste nous répondre par courriel avec votre choix. On en demande toujours 2 au cas où tout le monde veuille la même thématique. On n'a pas le choix de répartir. En numérique, c'est impossible de discuter à un grand nombre, là, donc on va diviser. C'est pas obligatoire de participer aux 2 ateliers. Vous pouvez juste participer à un. On sait que c'est beaucoup, 2 ateliers numériques. Par contre, si vous voulez être résident médiateur, il faut au moins avoir participé au deuxième, là, au développement des projets pour être capable de les représenter. On peut changer de diapositive. Donc, un peu plus de détails sur les résidents médiateurs. Comment ils vont être sélectionnés. À la suite du deuxième atelier, on va envoyer un formulaire pour transmettre votre candidature. Donc, vous allez signifier votre intérêt là, à représenter les projets qui vont avoir été développés dans votre groupe. Donc, vous devrez avoir participé au deuxième atelier, comme je vous ai dit. Et on va faire une sélection la plus représentative possible, donc géographiquement, là, dans Hochelaga-Maisonneuve, selon l'âge, le genre, et on va vous demander votre niveau d'intérêt. On va essayer de faire une répartition là, la plus géographique la plus diversifiée possible. Donc, ce que vont faire les résidents médiateurs, c'est qu'ils vont accompagner notre comité de pilotage. Ça, c'est le comité qui avec la table de quartier et des résidents qui nous ont aidés à adapter la démarche pour le territoire et qui vont nous aider à évaluer la démarche. Bien, avec eux, s'il y a des décisions finales à prendre sur les projets, une fois qu'ils vont avoir été analysés par l'arrondissement, les résidents médiateurs vont aider, soutenir le comité de pilotage à prendre des décisions.
pourquoi il y aurait des décisions à prendre sur des projets? Une fois qu'on va avoir développé les projets au deuxième atelier, après, l'arrondissement va les analyser. Ça va être une analyse plus poussée que pour les idées. Donc, est-ce que ces projets-là sont faisables? Là, ça va être vraiment au niveau des réglementations, au niveau du budget, ils vont pousser encore plus loin, ils vont aller chercher vraiment des informations plus poussées. Donc, légal, financier, technique, qu'est-ce que l'arrondissement est capable de faire? Donc, puis là, des fois, ça amène qu'il faut faire des choix, par exemple, sur des projets, sur un équipement ou les lieux que la population avait choisis, mais là, finalement, on se rend compte qu'il y a un passage d'autobus, là, on ne peut pas le faire là. Bien là, on va proposer d'autres lieux, on va faire des choix sur des lieux. Donc, les décisions finales à prendre sur les projets pour pouvoir les mettre sur le bulletin de vote. Donc, ça, on va faire ça avec le comité de pilotage et les résidents médiateurs. Avez-vous des questions? On a encore quelques minutes pour des questions. Oui, moi j'aurais une question. Oui. Si, mettons, moi j'aurais envie de participer à ce truc-là, oui. Faut que je participe à la prochaine réunion comme on fait là. Il va y en avoir une deuxième, il faut que j'y sois. Et tu me diras si j'ai bien compris. Oui, c'est ça. Oui. Puis, est-ce que ça prend des trucs comme de la scolarité, par exemple, ou des capacités quelconques en écriture de français, par exemple? C'est une bonne question. Donc, il va y avoir 2 ateliers qui s'en viennent. Donc, tu peux t'inscrire soit aux 2, soit à juste un des 2. Tu n'es pas obligé de faire les 2. Donc, si tu vas sur le site qu'on a mentionné, tu vas pouvoir choisir si tu t'inscris juste à un ou aux 2. Selon tes disponibilités puis ce que tu as envie de faire. Et ensuite, non, tu n'as pas besoin de rien en particulier. Nous, il va y avoir des animateurs. Donc, on va aider tout le monde à développer les projets, puis c'est nous qui va prendre les notes. Donc, nous, on va partager à l'écran comme un document que vous allez tous pouvoir suivre, puis vous allez voir les notes qu'on prend. Donc, vous n'avez rien à faire, vous, à part donner vos idées. Puis, les professionnels qui travaillent pour l'arrondissement, eux autres, ils vont nous aider là, à savoir qu'est-ce qu'on peut faire comme type de projet aussi. Là, ils sont là pour ça. Eux autres, avec leur expertise, ils vont nous aider. Est-ce que ça répond à ta question? Oui, amplement. Super. Puis le lien pour s'inscrire est dans le chat. Je ne sais pas si vous le voyez, si vous êtes capable d'y accéder. Oui. Donc, juste pour les prochaines étapes, donc, je rappelle que l'atelier de priorisation est dans 2 semaines, le 28 avril à 18h30, et que l'atelier de développement des projets, lui, sera le 4 mai, la semaine suivante à 18h30. Puis après, ce qui va suivre, c'est l'analyse finale sur les projets par les services. Ça, c'est en mai. Donc, 1 mois pour analyser ces projets-là. Puis, en juin, donc c'est là qu'avec les résidents médiateurs puis le comité de pilotage, on va faire ce qu'on appelle la bonification des projets, donc les derniers choix à prendre sur les projets, comme je vous disais tantôt. Puis, donc, ça va nous mener au vote en juillet pour 1 mois à peu près. 1 mois de vote. Des fois, c'est un peu moins. Donc, on va vous tenir informés là, en temps et lieu sur le vote qui aura lieu en juillet. C'est en août qu'on va savoir quels projets là, auront été priorisés par le vote. Donc, merci beaucoup d'avoir participé à la rencontre d'information. C'était très informatif. J'ai appris beaucoup ce soir via l'analyse que les services ont fait. J'espère que vous aussi. Je vais lancer un sondage d'évaluation de la démarche via Zoom aussi. Ça se peut que vous ne soyez pas en mesure. Là, je ne sais pas pourquoi il y a toujours des gens qui ne sont pas capables de voir les sondages Zoom. Donc, on prend les commentaires aussi à l'oral. Nous, on aime ça en tant qu'animateur, savoir comment vous avez trouvé là, la rencontre de ce soir. On va aussi à évaluer chacun des ateliers.
Donc, c'est quelques questions. C'est pas possible de faire des questions avec des réponses, avec des commentaires, là, des longues réponses écrites. Donc, on les prend à l'oral aussi. Vous pouvez nous écrire dans le chat vos commentaires sur la rencontre de ce soir. Donc, est-ce que quelqu'un aurait un commentaire ou une autre question? Alain? Est-ce que vous m'entendez? Oui. Parfait. Je pense que l'idée qu'il faut retenir, là, c'est que c'est une porte pour faire passer des idées en tant que citoyen, mais ce n'est pas la seule porte. Je pense que vous l'avez bien expliqué. Il y a de multiples portes, que ce soit les conseils d'arrondissement ou quoi que ce soit. Je trouve ça intéressant où là, on est dans une structure pour des aménagements, mais c'est pas parce que les projets n'ont pas été retenus qu'ils ne sont pas bons, évidemment. Là. Il faut juste cogner à une autre porte jusqu'à temps que notre projet soit réalisé, tout simplement. Donc, merci. Merci, Alain. Oui, c'est ça. En fait, c'est un moyen qui est défini avec des règles particulières. Il y a d'autres moyens là, justement de faire connaître des idées auprès de l'arrondissement. Donc, ici, on est dans une démarche particulière. Oui, M. Lessarblet. Oui, en effet, M. Pratt, vous avez bien saisi, mais c'est aussi notre rôle en tant qu'élu de proximité de vous aiguiller par rapport aux idées que vous tenez à porter. Même si des fois, on peut même ne pas être d'accord, mais je peux quand même vous aiguiller sur quel est le bon chemin pour faire cheminer vos idées. Donc, n'hésitez pas à me contacter si des fois vous avez des réflexions de comment ça se passe. Puis des fois, c'est même pas un truc d'arrondissement ou municipal, c'est provincial, c'est fédéral. Ça va nous faire plaisir de vous répondre dans ce sens-là. Donc, ce commentaire-là va pour vous et à tous les autres citoyens qui veulent pousser des projets dans le quartier et qui ne sentent pas nécessairement que le budget participatif est le meilleur chemin. C'en est un très bon, mais ce n'est pas le seul. Merci beaucoup. Claude? Oui, merci aux participants qui étaient là ce soir aussi. Là, je l'ai écrit. Merci aux personnes qui ont analysé les projets. Puis on va le travailler ensemble, cette partie